Donc Eleonora Gadagno est docteur en géographie, elle fait sa thèse à Migrantes. Alors, déjà, Eleonora aurait bien voulu être avec nous aujourd'hui, mais en fait, son bus qui l'amenait d'Italie n'a pas pu passer la frontière suite aux contrôles qui ont été mis en place suite aux événements. Donc, du coup, elle est triste de ne pas avoir pu vous rejoindre. Donc, du coup, j'ai su ça hier soir. Donc, je n'ai pas une appropriation à 100%, même si je connais ses recherches, de sa communication. Donc, du coup, désolée, ça risque d'être un petit peu moins vivant que si c'était elle. Mais effectivement, comme l'a dit Edwige, là, ça porte sur la question des mobilités forcées. Donc peut-être l'idée, quand le capital environnemental a été perdu, et suite à 2 catastrophes hydrogéologiques en Italie. Hop là. Alors, la communauté scientifique parle de plus en plus du phénomène des déplacements qui sont liés aux changements environnementaux et aux désastres. Mais cela dit, c'est un domaine dans lequel les connaissances scientifiques restent limitées et incertaines. Et notamment parce que la littérature, vraiment les études de cas scientifiques restent encore limitées par rapport à ce qu'on appelle la littérature grise. Cela étant, il y a déjà des points qui se dégagent. Les chercheurs en sciences sociales sont d'accord sur le fait qu'il est très compliqué d'isoler une cause entre guillemets naturelle, quand on parle de mobilité environnementale et de vulnérabilité, parce que les migrations restent un phénomène très complexe. Et par ailleurs, le deuxième apport de l'étude d'Eleonora, donc d'explorer ces mécanismes qui lient l'environnement et les mobilités forcées, ce sont des études de cas qui portent, elles, sur donc, un pays du Nord, l'Italie, sachant qu'il y a une massive proportion des études de cas sur les réfugiés environnementaux qui portent sur le Sud, pour tout un tas de raisons, de financement et peut-être de chercheurs du Nord qui sont attirés par le capital environnemental à aller visiter de certains pays du Sud. Et donc là, c'est pour ça qu'elle vous a mis la petite image de Tuvalu, qui est un petit état insulaire du Pacifique et dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui fait l'objet de beaucoup de recherches sur la question, contrairement à des pays européens. D'où l'étude d'Eleonora porte sur les perceptions des acteurs qui ont été concernés par les mobilités forcées suite à des catastrophes en Italie. Et en fait, pourquoi les perceptions des acteurs? Parce que l'espace où les communautés vivent aujourd'hui n'est plus le même. Et donc, il y a des problématiques d'attachement aux lieux qui ont été transformés à travers le déplacement et à travers les changements environnementaux qui ont affecté les zones concernées par la catastrophe. Donc le but des études d'Eleonora, c'est d'étudier comment, dans le contexte d'une catastrophe environnementale et d'une mobilité forcée consécutive, eh bien, il y a un bouleversement des structures sociales et des rapports économiques dans une communauté, et également les liens avec la diminution du capital environnemental et enfin la perte de mémoire collective et de savoirs locaux qui sont relatifs aux systèmes socio-écologiques qui préexistaient. Alors la méthodologie qu'elle a employée, en fait, c'est de combiner une étude de la littérature et avec des entretiens qualitatifs qui ont été menés à la fois auprès des populations, mais aussi des acteurs de la sécurité, par exemple les acteurs de la protection civile en Italie, ou des acteurs politiques locaux qui ont pris les décisions de déplacement. Donc là, elle a notamment travaillé autour du concept de Transect Walk, qui est l'idée en fait d'essayer de comprendre à travers les entretiens comment se distribue la mémoire de l'espace, des ressources et des paysages chez les populations affectées.
Alors, au niveau du contexte, Sarno, c'est une ville très ancienne dont l'économie est très liée à l'agriculture et qui est une ville pauvre aussi, hein, puisqu'elle fait l'objet de programmes de développement, elle a fait l'objet de programmes de développement européens jusqu'en 2013. Et le 5 mai 1998, elle a été affectée par plus de 100 coulées de boue qui ont touché 5 villes, qui étaient 5 villes dans cette montagne. Et en fait, il y a plus, à Sarno par exemple, il y a plus de 600 maisons qui ont été détruites, qui ont créé 1200 sans-abri et des dommages de 33 millions d'euros. On a 160 personnes qui ont trouvé la mort, et notamment dans le quartier d'Episcopio de Sarno. Donc en fait, suite à ça, il y a des mesures d'urgence qui ont été mises en place par des acteurs, alors comme les pompiers, l'armée, la police nationale, le corps forestier, la Croix-Rouge, etc. Et ça a été fait de manière plus ou moins organisée. Donc en fait, il y a eu 5000 personnes qui ont été évacuées. Il y a eu une ordonnance du président du Conseil des ministres italien. Et il y a eu 4 types de solutions de relogement qui ont été offertes. Alors ça a été le logement autonome chez la famille et les amis des personnes évacuées. Le Accoglienza, désolé pour ma prononciation italienne, mais c'est en fait un parrainage par des familles d'autres villes. Ensuite des relogements dans des hôtels ou dans des campings en fait. Et elle, l'intérêt de l'analyse d'Eleonora, c'est que ces terrains ont eu lieu 14 ans après la catastrophe. Donc ça permet une analyse à long terme des stratégies familiales des victimes qui ont été frappées par une perte de leur capital environnemental. Alors certaines personnes, notamment, ont décidé de quitter Sarno définitivement et de déménager à Naples ou à Rome parce que la mémoire des événements était trop dure. Notamment, elle a demandé comment s'est modifiée votre vie après la catastrophe. Certaines ont parlé d'un traumatisme profond en disant « Je ne suis pas le même, ma vie a totalement changé, j'ai maintenant une deuxième vie ». Donc ça, c'était dans le cas de Sarno. Ensuite, il y a un autre village qui est le village de Sajeto, donc là qui est un village de langue et de culture albanaise d'assez long terme. Et eux, ils ont connu un glissement de terrain le 11 mars 2015. Et l'évacuation et la planification à long terme a été beaucoup plus organisée. Donc l'urgence a été faite par la protection civile nationale. Et ensuite, les politiques se sont mis d'accord sur la construction d'un nouveau quartier de la ville sur le site de Pianete. Et donc, en fait, ils ont vraiment délocalisé tout un quartier de Salzeto. Ça concernait environ 600 personnes. Hop là. Voilà pour les conséquences. D'accord, ok. Donc effectivement il y a eu des logements provisoires, mais vraiment une stratégie à long terme qui a impliqué 70 millions d'euros qui ont été utilisés pour bâtir un nouveau quartier. Mais ce qui est noté, c'est que le quartier a été construit sans consultation avec les habitants. Et en fait, quand elle a interrogé des habitants sur place, un type de réponse qui est sorti, c'est l'exemple d'un habitant qui lui dit « Ici, je ne suis pas chez moi » et qu'il exprimait une nostalgie pour l'ancien site en fait. Et il y a une association qui s'appelle Cavalieri Sovive qui dit l'ancien site avait une vie, le nouveau a juste été une machine à sous pour certains politiciens. Donc en fait, quand elle compare les deux, au final, on voit une situation à Sarno où en fait il y a eu une désorganisation de la stratégie à long terme, des versements d'indemnités qui n'ont pas été équitables, les lieux de la catastrophe qui ne sont plus accessibles à la population, alors qu'à Serzeto, en fait, il y a véritablement eu une démarche de programmation.
En fait, du coup, la mobilité ici doit être considérée. Alors, je suis vraiment désolée, mais du coup, je ne maîtrise pas la coordination entre le PowerPoint et le texte, comme vous avez pu le voir. Du coup, voilà, vous avez une nouvelle. C'est le nouveau quartier de Serzeto. Et donc, en fait, l'analyse qu'elle en fait, c'est l'importance d'ancrer l'analyse du déplacement dans les stratégies adaptatives mises en place par les familles et les individus. Et là, c'est intéressant, c'est qu'on voit des facteurs d'inégalité importants entre les familles et les individus. Donc, outre, bien sûr, les indemnités inégales qui ont été versées, il y a, par exemple, la structure familiale qui joue. Typiquement, elle a plusieurs femmes qui ont été interrogées, qui ont dit « Nous, on ne pouvait pas bouger parce qu'on avait des personnes âgées dans notre famille qui sont trop ancrées dans le territoire et qui refusaient ou ne pouvaient pas bouger. » Et ça dévoile un élément culturel essentiel, hein, le fait que bien, les femmes s'occupent plutôt de la famille. Et ça, c'est montré de manière générale dans les migrations environnementales. Et du coup, il y a une inégalité de genre vis-à-vis de la perte d'un capital environnemental local. C'est plutôt les hommes qui bénéficient d'une mobilité. Autre facteur d'inégalité, c'est le type de profession exercée, puisque les personnes qui avaient une activité de pâturage ou agricole ont complètement perdu leur capital, pour le coup, alors que des ouvriers ou des employés ont, eux, reçu une assistance sociale et financière et ont pu se délocaliser plus facilement en retrouvant du travail. Donc on voit que le type de capital qui était possédé avant l'événement joue un rôle fondamental dans la stratégie de mobilité. Hop là. Il y a aussi, hein, bien sûr, outre le capital, je dirais, économique que j'ai décrit, il y a le capital social, puisque les réseaux sociaux ont pu jouer un rôle adaptatif assez important, en fait, dans le fait, par exemple, d'être capable de se relocaliser et de se sentir chez soi ailleurs. Typiquement, la relation avec des ailleurs que l'on a déjà visités, avec des environnements étrangers, mais que l'on connaissait déjà, eh bien, a pu permettre une transition. Donc de manière générale, là, elle réinsiste sur le rôle du genre comme je vous l'ai dit, dans le déplacement. Autre facteur, c'est le rôle de la nationalité. C'est-à-dire qu'elle dit qu'à Sarno et à Serzeto, il y avait beaucoup de communautés d'étrangers qui étaient irrégulières, en fait, dans les années 90 et dans les années 2000. Et ces gens-là, en fait, se sont retrouvés discriminés de manière très forte dans l'organisation des mobilités. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été traités sur un pied d'égalité. Voilà, donc notamment les gens qui étaient à la fois étrangers et agriculteurs, eux se sont retrouvés avec, si vous voulez, rien du tout. Hop, voilà, je vous mets un autre slide. Voilà. Ensuite, il faut ajouter autre point sur le nouveau village, c'est que le nouveau village construit à Serzeto lui-même a une problématique au niveau du capital environnemental, puisque c'est un village où l'analyse de risque n'a pas forcément été très bien prise en compte dans la planification. Donc en fait, il y a deux choses. L'analyse de risque au sens où c'est un site qui peut être touché lui-même par des glissements de terrain, et c'est un site que les populations ne connaissent pas. Donc il y a un savoir environnemental qui est inexistant dans le nouveau site, ce qui pose un problème. Par exemple, en cas de pluie, les populations ne savent pas forcément si c'est un site qui va être touché, à partir de quel niveau de pluviométrie, etc. Donc en fait, hein, le fait que cet espace ait changé, ça crée des problématiques à la fois de savoir, des problématiques économiques et des problématiques liées à l'attachement local des populations. Donc en fait, l'un des points vraiment, je crois, que Eleonora veut faire, c'est que certes, la mobilité dans le cas d'une perte de capital environnemental peut être considérée comme une stratégie adaptative,
que ce soit dans le temps de l'urgence ou dans le long terme, mais que c'est une stratégie adaptative qui est très inégalitaire en fonction des caractéristiques des différents capitaux que possédaient les individus avant de partir. Et du coup, ce qu'elle en a constaté, c'est qu'il y a une nécessité de démarche participative pour permettre en fait le fait que les populations, ces inégalités soient prises en compte, et y compris les inégalités de capital environnemental, pour pouvoir dire, par exemple, quels sont les besoins des agriculteurs dans les nouveaux sites, voilà, pour qu'il y ait, si vous voulez, une réadaptation dans l'organisation de la mobilité, et notamment une prise en compte de la capacité à valoriser les savoirs locaux. Donc, en conclusion, en fait, là, je suis désolée, mais je vais avancer. Ah, voilà, j'aime bien celui-là. Donc, en conclusion, en fait, les déplacés environnementaux, donc la perte de capital environnemental, c'est un phénomène qui est très présent dans des pays qui ne sont pourtant pas considérés dans les médias ou dans les études scientifiques comme des hotspots, des hauts lieux, et notamment l'Union européenne, par exemple. Tout ça parce que l'Union européenne n'est pas une petite île qui peut être submergée. On a eu beaucoup de discussions avec Eleonora là-dessus, sur le fait qu'on devrait beaucoup plus observer ces pertes de capital environnemental dans les lieux européens et voir quelles sont les mobilités qui peuvent être forcées. Mais deuxième conclusion, c'est que la perte de capital environnemental ne peut être considérée seule dans l'analyse de ce type de mobilité, puisqu'il faut aussi vraiment la conjuguer avec une analyse des capitaux économiques, sociaux, et notamment une analyse de la polarisation des pouvoirs et des dissymétries de pouvoir, que ce soit à l'échelle nationale ou locale. Voilà, je vous remercie pour votre attention.